Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Parler donc tout de suite du programme d'Emmanuel Macron. Je rappelle son parti, c'est En Marche. On va pas parler du candidat, mais est-ce que en général, par rapport à tout ce que vous avez entendu ces derniers temps au niveau des débats télévisés, est-ce que par rapport à ce qu'il propose, est-ce que c'est accrocheur pour vous ou pas? Merci pour la question. Non, après, je pensais que tu avais demandé à une personne, mais non, pour moi personnellement, ouais, je trouve que c'est. Il est dynamique, je trouve. Bon, il a eu un petit coup de mou il y a pas si longtemps que ça, mais je trouve qu'il est vachement dynamique. Il est vraiment dans la dynamique de la présidentielle. Et ouais, son programme, je le trouve pas trop mal. Il donne envie, quoi. Enfin, pour moi, il donne envie. Pour toi, alors je vais vous poser, pour vous-même, bon, je rappelle que Eve est belge, donc c'est normal qu'elle peut pas trop parler de ce qui se passe en France, mais tu nous dis ton avis en tout cas, Eve, si tu as entendu des choses en Belgique, si tu peux donner ton opinion, tu n'hésites pas. Est-ce que vous trouvez justifié dans les sondages que Macron aujourd'hui maintenant il est devenu numéro 1 dans les sondages, maintenant il a dépassé Marine Le Pen, je sais pas si vous êtes au courant. C'est bien. Enfin de la jeunesse dans la cour politique, quoi, je veux dire. Je veux pas faire de dénigration sur les anciens, mais voilà, on a déjà eu un président jeune. Hein. On a un candidat qui est jeune, dynamique, qui a l'air sincère, toujours est-il. Hein, a l'air. Hein. Et qui, oui, on peut pas juger le vrai du faux. Mais voilà, et qui propose dans son programme de bonnes choses, quoi, je veux dire. Après, on ne dit pas que ça va régler les problèmes de la France, mais je trouve que ça fait un petit coup de jeune, quoi, par rapport à d'autres. Alors, je rappelle qu'il y a déjà eu un président jeune. Vous savez lequel? Dans la Ve République. Sarkozy. Non. Il y a eu plus jeune encore. Ah ouais? Oui. Réfléchissez qui? C'est Giscard. Ah ouais. Giscard, il n'avait pas 40 ans quand il était président. Ah oui. Sarkozy... Ouais, mais par rapport à l'époque où on est à l'heure actuelle, si on doit faire une comparaison de l'époque Giscard et de l'époque Macron, si on doit faire le petit comparatif, c'est deux politiques différentes, quoi, je veux dire, puisque forcément à l'époque de Giscard, c'était à l'époque, hein, donc avec les problèmes qu'il y avait à l'époque. Et puis là, on a de Giscard à maintenant, on a subi pas mal de déceptions de la part de nos anciens chefs d'État. Pas mal quand même. Il y en a très peu qui ont remonté de niveau, quoi. Oui. Hein, je veux dire. Si on doit venir sur Sarkozy, voilà. Économiquement parlant, on a voilà, ça c'est sûr. Hollande, bon. Hollande, c'est mi-figue, mi-raisin. Alors attention, Hollande, il a eu des bonnes propositions, c'est juste qu'il était un peu mou. On va dire ça comme ça. C'est un flambeau, quoi. Il faut être très clair, il a été mou comme président. Hein, donc, non, c'est ça, voilà. Pour moi, il n'avait pas la posture, il n'avait pas l'agnac, quoi, je veux dire. Et là, Macron, petit, mais je le vois un petit peu, tu sais, comme un petit... Un petit pimousse. Un petit roquet, tu vois, qui monte, tu vois, qui aboie, qui va même limite mordre pour se faire entendre, quoi, et faire entendre surtout ses idées. Et je trouve ça super. Et c'est des idées qui marquent, quoi. Je veux dire, c'est pas comme d'autres où, c'est jeté en l'air comme ça, histoire de dire votez pour moi, et puis voilà, quoi. Alors que là, non, c'est assez accrocheur, quand même. Je précise qu'on fera le bilan de François Hollande, pas dans les deux émissions des présidentielles, on le fera dans la prochaine, c'est-à-dire le week-end du 15 avril. Je sais pas si ça sera le 15 avril exactement. On y réfléchira ensemble. On en parlera. Alors, on va parler de ces propositions. Je pense que beaucoup l'ont lu. Hein. De toute façon, je pense que tout le monde a lu les campagnes de chaque candidat. Nous, on va les lire et puis on va dire pour ou contre c'est son programme. Là, on va parler d'abord du travail. Apparemment, c'est sa première catégorie. Donc il a dit ceci: nous améliorerons le pouvoir d'achat de tous les travailleurs. Ouais. Alors il veut en fait près de 500 € plus supplémentaires net par an pour un salaire de 2200 € net par mois. Voilà ce qu'il demande. Voilà ce qu'il propose. Est-ce que ça c'est faisable? L'économie, si les travailleurs touchent plus, forcément ils vont acheter plus, donc il va y avoir plus de production. Ça va être une chaîne.
Faisable ou pas faisable améliorer le intéressant ou pas intéressant? Pour améliorer le pouvoir d'achat, déjà, il faudrait aussi qu'il y ait de l'emploi, quoi, je veux dire, parce que le gros problème à l'heure actuelle, c'est l'emploi. Augmenter des salaires de 500 € pour avoir un salaire minimum de 2200 € net par mois, tu vas chercher les sous où, quoi? Parce qu'à l'heure actuelle, est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Là est la grande question. D'ailleurs, je pense que c'est une des grandes questions que les Français se posent à l'heure actuelle. Si je me demande par rapport à ce que je vois, 2200 €, il n'y a que les fonctionnaires qui ont ce salaire. Hein, les autres. Donc après, c'est sûr que l'ouvrier moyen ne touche pas cette somme, puisque le salaire actuel, je crois que c'est 1000. Le salaire net, je crois que c'est 1400, 1500, trucs comme ça. Ouais, voilà. Donc. Enfin, les 500 € supplémentaires, il faut aller les chercher, quoi. Tu parles du SMIC normal, hein. Oui, le SMIC de base. Alors, dans la même lignée, il a dit ceci: nous augmenterons le pouvoir d'achat des ouvriers, des employés et des salariés les moins bien payés, c'est-à-dire pour un 13e mois de salaire, soit 100 € net de plus chaque mois. Est-ce que ça, c'est possible, ça? Je me demande si économiquement c'est faisable, parce que déjà qu'on est un petit peu économiquement dans le rouge au niveau de la dette, est-ce que ça c'est faisable? On est face à une inégalité. 100 € par mois, donc ça voudrait dire un 13e mois, donc le 13e mois on te donne 100 €. Voilà, en gros ça voudrait dire ça. Enfin, c'est pas cher payé, donc ça veut dire que pour quelqu'un qui est cadre, machin, donc qui va toucher son 13e mois, on va pas lui donner 100 €. Je pense pas que ça va aller jusque-là, quoi. Je pense que ça va être même beaucoup plus haut. Donc un petit ouvrier, on va juste lui donner 100 €, alors que c'est un mec qui va faire plus de 35 heures semaine, qui se tue à la tâche. Enfin voilà, quoi, je veux dire. Un bureaucrate et un mec qui est sur un chantier, c'est pas du tout la même fonction. Alors, troisième proposition sur le domaine du travail, il a dit: nous rétablirons les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Ah, dubitatif là apparemment, sur celui-là. À voir. Enfin, à voir. Je sais pas comment il compte faire ça, quoi, je veux dire, parce que bon, voilà, je pense qu'il a un petit peu oublié qu'on était plus que dans le rouge. Je pense que la priorité, moi, c'est l'emploi, quoi. Je veux dire, l'emploi, il est là, les salaires, augmenter les salaires. Est-ce vraiment une priorité? Moi, je pense que d'abord, c'est la création d'emplois, quoi. Je veux dire, faire en sorte que les jeunes de maintenant, et les moins jeunes d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont au chômage longue durée, puissent repartir à l'emploi, voilà, et quitte à faire des aides au niveau du patronat, pour que les entreprises aient plus de facilité d'embaucher. La vraie question, elle est là, quoi. Alors là, par contre, ça mérite débat, le 4e point. Nous ouvrirons les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Alors là, pour ou contre? Parce que là, franchement, ça mérite débat, ce point-là. Une démission reste une démission. Quand tu démissionnes, tu n'as pas le droit au chômage. Surtout si c'est une démission pour faute grave, je sais de quoi je parle. Moi-même qui a été viré pour faute grave, bon voilà, quoi, je veux dire, hein, j'ai eu aucune indemnité de chômage suite à une faute grave. Alors précision, parce qu'il a donné des détails sur ça, parce que c'est pas tout à fait tout le temps. Il a marqué: ce droit ne sera utilisable qu'une fois tous les 5 ans. En contrepartie, l'insuffisance des efforts de recherche d'emploi ou le refus d'offres raisonnables entraîneront la suspension des allocations. Ça me paraît logique. C'est pas mal. Ça me paraît logique. C'est bien beau d'être au chômage, d'être au RSA, et de la secouer douce comme beaucoup font. Il y en a qui font pas du tout d'efforts pour rechercher de l'emploi ou quoi que ce soit. Donc j'estime que à défaut de recherche, écoute mon gars, on te sucre ton allocation, ce qui te fera bouger un petit peu plus, quoi. Et puis voilà, quoi. Ça je confirme, parce que moi je connais un gars. Je lui parlais donc c'est un Français, hein, je parle pas un Belge, hein. C'est un gars français. Je dis écoute, n'oublie pas qu'il a la pizzeria ici un peu plus loin, qui cherche quelqu'un. Et le gars il me fait très nettement: ah mais non, écoute, moi je préfère toucher mon RSA et picoler plutôt que d'aller bosser. Non mais c'est ça, parce que tu prends un RSA à l'heure actuelle, c'est du net, quoi, je veux dire. Donc par rapport à un salaire, avec un salaire qu'on te bouffe dessus, les cotisations, retraite, etc., finalement tu vas travailler pour
équivaut d'un RSA. Donc du coup, au lieu de te crever tous les matins le cul à te lever à 7h du matin pour toucher 800 €, autant rester chez soi et toucher la même chose, quoi. Donc ça, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, il faut trouver un système de redonner envie aux jeunes et aux moins jeunes de renquiller sur le marché du travail, quoi. Et pour ça, il faut prendre des sanctions s'il faut pour ceux qui traînent la patte et qui profitent surtout du système, parce qu'il y en a. Alors la proposition suivante, qui pour moi est un des points forts de ce domaine-là, il a dit qu'ils vont former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et aujourd'hui sans perspective. Alors ça par contre pour moi c'est un point fort. Est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas, mais c'est un grand point fort en tout cas de cette campagne. Former, oui. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ? On n'en sait rien. Ça reste une formation. Voilà, donc moi qui ai enquillé formation sur formation, à l'heure actuelle, j'en suis toujours au même point, quoi. Hein, Je veux dire, j'ai fait plein de formations. Ah oui, vous verrez, ça vous débouchera sur quoi que ce soit. Ouais, ça débouche sur la bouche d'égout surtout, puisque ma situation n'a pas bougé à l'heure actuelle. Puisqu'à chaque fois qu'on me dit, c'est soit vous êtes trop qualifié, soit vous êtes trop vieux, parce que même à 35 ans, on trouve le moyen d'être trop vieux. Donc voilà, quoi. Je veux dire, c'est former les gens, Ouais, mais bon, faut vraiment qu'il y ait du concret derrière, quoi. Quitte à passer des accords avec les entreprises en disant, vous formez le gars chez vous avec une promesse d'embauche derrière, pourquoi pas. Mais si c'est formé pour après laisser un gars sur le bas-côté, c'est pas la peine, quoi. Alors, surtout que déjà 30 ans, que ce soit en Belgique ou en France, j'ai l'impression déjà que tu es trop vieux. C'est surtout par rapport au salaire, parce qu'il faut pas oublier que plus tu vas en âge, plus on doit te payer un salaire plus important. Dans ce cas, mettez la retraite à 35 ans si on est trop vieux à partir de 35 ans. Chouette. Moi je donne pas mieux. Désolé, si on est à chaque fois trop vieux pour travailler à partir de 35 ans, mettez-nous la retraite à 35 ans et on n'en parle plus, comme ça on ne travaille plus. Moi je dis pas non à 35 ans, je dis pas non. Non mais soyons logiques dans ce cas. Parce que je signe de suite. Non, parce qu'à chaque fois, je suis d'accord avec toi, il y a toujours un problème d'âge pour entrer dans l'emploi, il faut toujours des jeunes. Et puis on sait pertinemment que plus on vieillit, donc forcément on va coûter beaucoup plus cher à l'entreprise. Et puis du fait qu'on va coûter déjà beaucoup plus cher à l'entreprise, mais après c'est qu'au plus on avance dans l'âge et au plus on va vous dire mais vous êtes trop vieux. Donc, il faut un juste milieu. T'imagines, on est déjà senior à 35 ans, mince. Quand je m'entends dire dans des entreprises de recrutement dire oui, en effet, vous avez un sacré CV, vous êtes bien qualifié, tout ça. Mais bon, au vu de votre âge, s'il vous plaît, quoi, j'ai 35 ans, me sortez pas que je suis trop vieux, quoi. On vous le sort quand même, quoi. Et ça reste de la discrimination, je tiens à le rappeler. Bien sûr. Donc, en raison de l'âge. Exactement. Donc Donc ça fait aussi mal, quoi, je veux dire, parce que si je prends mon cas, moi, qui suis quelqu'un qui a tendance à être super actif, qui n'aime pas rester sans rien faire, quand on arrive à un moment donné où on vous dit, monsieur Pi, vous êtes trop qualifié et vous êtes trop vieux, malheureusement, c'est par des réponses comme ça que je me conforte dans ma situation à l'heure actuelle. C'est-à-dire de rester à la maison et de toucher mon petit RSA qui va bien, alors que j'aimerais 100 fois avoir un emploi du temps, avoir un emploi stable. Même un mi-temps, quoi, je m'en fous, quoi. Même si le film soit terrible, ça te convient aussi. C'est ça. Un emploi qui soit à temps partiel ou complet, je m'en fous. Mais niveau social, quoi, je veux dire, avoir une reconnaissance professionnelle, quoi, je veux dire, parce que la maison, ça va 5 minutes, mais on finit par s'ennuyer, quoi. Alors, le point suivant, celui-là, on va pas trop débattre parce que c'est pas forcément notre domaine. Il a dit, nous serons aux côtés des agriculteurs pour qu'ils vivent de leur travail plutôt que des aides publiques. Oui. Voilà. Même les aides publiques, il faut quand même dire ce qu'elles sont. Elles sont vraiment minimes par rapport à ce qu'on peut voir à l'heure actuelle des agriculteurs quand même qui mettent la clé sous la porte. On a de moins en moins de jeunes agriculteurs qui reprennent les affaires des parents parce que ils sont tués par l'État, quoi. Donc je veux dire, leur boulot ça les tue. Il y a les aides, elles sont infimes. Voilà, quoi. Parfois même, ils vendent leur terrain pour qu'on y construise des lotissements et autres, parce que ils ne s'en sortent plus. Et parfois, la ferme qu'ils ont depuis 5-6 générations, ils la vendent. Et une poignée de cerises, quoi. C'est vendu une poignée de cerises, quoi.
pas de cerise, ça me fait penser à la pub. Oh, une cerise, pardon. Alors, ensuite... 9 centimes. Non, 9 centimes, je crois, même. 9 centimes. Alors, ensuite... c'est chaud. Oh, non. Merci, Eve. Oh, une tomate, pardon. Une tomate, oui, vous voyez bien la tomate. Donc, nous ferons un effort massif pour l'apprentissage. Ça, c'est la proposition suivante. Donc, il a dit ceci, nous développerons les périodes de pré-apprentissage et les filières en alternance dans tous les lycées professionnels. Des licences professionnelles seront préparées sur 3 ans et en alternance. Nous ferons converger les contrats existants et impliquerons pleinement les branches professionnelles dans la définition des programmes et l'organisation des formations. C'est très bien de prévoir ça pour les jeunes, mais il ne faut pas oublier non plus ceux de 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que en France, c'est 67 ans aussi la pension, non? Tu parles de retraite, hein? La retraite, non, c'est 62. En France, c'est 62, 62 ans. Oui, je crois. Chez nous, c'est 62 ans. 62. 62, parce qu'en Belgique, c'est 67. 62, hein? Oui, c'est 62 ans. D'accord, je crois que même ils veulent le faire passer à 67. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils veulent se mettre à hauteur de la. Je crois que c'est la droite qui veut faire ça, on en parlera. Je crois que c'est Fillon qui veut faire ça. Alors ensuite, il veut simplifier la vie des entrepreneurs. Donc, il veut réduire leurs charges et supprimer le régime social des indépendants, donc le RSI, qui ne fonctionne pas. Nous doublerons les plafonds pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise et nous mettons fin à toute forme de concurrence déloyale en permettant chaque année à tous les artisans et commerçants d'opter ou non selon les besoins pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Je m'y connais pas forcément là-dessus, mais... Quelle bonne idée de supprimer le RSI. Quelle bonne idée. Il faut savoir que pour les entreprises, alors c'est pas RSA, ça n'a rien à voir. Le RSI, en fait, quand tu es auto-entrepreneur, il te bouffe ton entreprise, quoi. Faut être clair là-dessus, quoi. Je veux dire, ça te prend, je crois que la première année, ça te prend, je veux pas dire de conneries, mais je crois que ça prend 60-70% de ton chiffre d'affaires, quoi. Ah donc, oui, je veux dire, tu gagnes rien. Donc auto-entrepreneur à l'heure actuelle, mais ça vaut franchement pas le coup, quoi, de partir là-dessus, quoi. Donc quelque part là, ça peut rapporter largement pour les auto-entrepreneurs. Là, ça rapporte. Créons des aides, comme il y a eu fut un temps. Moi qui avais tenu un cybercafé, j'avais bénéficié de l'aide de l'État pour la première année. Donc ça m'avait permis de rentrer dans mes chiffres et tout ça. Et puis après avec le prêt de l'État que j'ai eu, ça m'a permis la deuxième année de rembourser le prêt à l'État forcément qui a été fait puisqu'il faut le rembourser et d'avoir un petit pécule à côté pour vaquer aux différentes dépenses annexes, quoi. Voilà, quoi, je veux dire. Mais le RSI est une tuerie à l'heure actuelle. Alors là aussi, le suivant va mériter débat. Donc, ils veulent réduire le coût du travail. Explication, nous aiderons les entreprises à embaucher en baissant les cotisations sociales employeurs de 6 points en remplacement du CICE et jusqu'à 10 points au niveau du SMIC. Les employeurs économiseront près de 1 800 € par an et par salarié au SMIC. 2 200 € par an pour un salarié payé 3 000 € brut par mois. Ah. Pas forcément pour Monsieur Lunel, je vois sa tête, je sais pas si vous voyez, mais... Pas pour, mais pas forcément pour ni contre, quoi. Je veux dire, c'est... faut vraiment que ça se fasse au prorata de ce que le salarié va toucher, quoi. Je veux dire, hein, voilà, quand je vois les chiffres, ouais, bon, à voir. Je suis pas vraiment calé là-dessus. Alors ensuite, ils veulent combattre la précarité en responsabilisant les employeurs. Donc ils veulent créer un bonus-malus sur l'assurance chômage. Les employeurs qui entretiennent la précarité en recourant exagérément aux contrats courts paieront plus de charges et ceux qui créent des emplois stables en paieront moins. Ah bah c'est bien. C'est tout à fait logique. J'estime que quand tu as affaire à un contrat, on te fait signer des contrats CDD à tire-larigot, des contrats de 2 mois, etc., et que tu sais jamais le bout du chemin si tu signeras un CDI ou pas. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment jouer aussi avec, on va dire, avec la vie du salarié, quoi. Je veux dire, hein. Moi qui ai travaillé dans une entreprise où on m'a fait plus d'une dizaine de CDD les uns derrière les autres, pour résultat me dire à la fin, vous serez pas embauché, quoi. Donc, je veux dire, je trouve que certes, ça fait travailler dans un premier temps, mais c'est aussi une perte de temps, quoi. Et d'argent. Moi, on m'avait fait miroiter comme ça un travail pour un remplacement. Et donc, on me faisait aussi, oui, vous allez, ça va être tout le temps des CDD, en fait, de 3 mois.
Donc tous les 3 mois, vous C'est ça. faire un contrat de CDD. Renouvelable et encore renouvelable à chaque fois. Enfin, il y a toujours une excuse parce qu'il faut savoir que les CDD, c'est renouvelable qu'un certain nombre de fois. Tu peux pas en faire 50, c'est pas possible. La loi, elle est claire là-dessus. Tu ne peux pas en faire 50. Et donc, mais il y a toujours une petite pirouette qui permet de faire que, on vous renouvelle votre CDD pour le remplacement de telle personne, parce que telle personne est partie en arrêt maladie ou autre. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait que, du coup, l'employeur reste dans les clous, en fait. Et toi, en tant que salarié, pour l'instant, t'attends qu'une chose, c'est le Graal, quoi. Je veux dire, qui est le CDI, quoi. Quand t'as une famille à nourrir, les CDD, ça va un temps. Le CDI, c'est mieux, quoi. Alors là aussi, les deux suivants vont mériter débat. Donc, ils veulent redéfinir le dialogue social avec les principes fondamentaux, donc la durée égale du temps de travail, l'égalité professionnelle, le salaire minimum, qui resteront dans la loi. Par exemple, donc ils parlent des horaires effectifs ou l'organisation du travail qui seront négociés au plus près du terrain et ils seront définis par accord majoritaire ou par référendum d'entreprise sur la base d'un accord. Et ensuite, je vais mettre le suivant. Ils veulent permettre aussi à tous les travailleurs d'avoir droit à l'assurance chômage, donc que ce soit les artisans, les commerçants indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales et les agriculteurs disposeront, comme les salariés, de cette protection. Ça, c'est bien, par contre. Bien, ouais. Ça, franchement... tout le monde au même niveau, c'est bien. Parfait. Ensuite, ils veulent créer sur Internet un nouveau service d'explication de la réglementation pour les entreprises. Attendez, si c'est bien détaillé, ça va encore. Si c'est compliqué... c'est vrai que c'est compliqué. Hein. À l'heure actuelle, c'est très compliqué. Après, c'est dédié aux entreprises, c'est pas pour les employeurs, je crois. Donc... Ensuite, ils veulent lancer un grand plan. Alors là, on change de catégorie. On va aller sur le nouveau modèle de croissance. Donc, on change complètement. Voilà, sur le plan de travail, vous en avez pensé quoi en bilan sur le programme de travail en marche? Je le trouve intéressant. Il y a quand même avec des points d'interrogation. Il y a des points d'interrogation. Il y a des points négatifs. Il y a des points d'interrogation, notamment sur les charges salariales. Voilà quoi, après franchement il faut voir, ou alors il faudrait peut-être qu'il éclaircisse un petit peu plus ce côté-là, quoi. Alors maintenant, la catégorie suivante, c'est sur le modèle de croissance. Donc ils veulent inventer un nouveau modèle de croissance. Donc voilà la première proposition, c'est nous lancerons un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros. Alors ce plan qui va durer 5 ans, donc ça veut dire, je pense que ça va durer 10 milliards par an, qui sera mis au service des qualifications de tous les citoyens, de la transition écologique, ça c'est important, de la révolution numérique, de la modernisation des services publics et de la rénovation urbaine. Alors, écologie, évidemment, c'est très important. Il serait temps. 10 milliards d'euros sur l'écologie, quand même. Oui, enfin 50 milliards sur 5 ans. Ça fait 10 milliards par an. Oui. Il va les pêcher où? Ouais, parce que j'allais dire, je sais bien que la France est beaucoup plus grande que la Belgique, mais quand même... On a déjà un déficit de je ne sais combien de milliards. Si c'est pour encore creuser... alors oui, il faut penser... l'écologie est une urgence. Là-dessus, c'est indéniable. Malgré qu'il aurait fallu se réveiller il y a déjà plusieurs années de ça. J'entends que l'écologie, la modernité, il faut vivre avec son temps aussi. C'est important. Maintenant, voilà, quoi, il faut sortir aussi ces 10 milliards d'euros sur 5 ans, quoi, je veux dire, hein, en 5 fois, quoi, je veux dire, en sachant qu'on a une dette qui est colossale. Si c'est pour trouver encore un peu plus le portefeuille, c'est pas la peine, quoi. Ah, je sais, c'est Carcimore, en fait. Et je vais vous faire un tour de magie. Alors, autre point, c'est qu'ils veulent baisser l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% pour rejoindre la moyenne européenne. Bah oui, s'il faut être dans les clous de l'Union européenne, de toute façon, vaut mieux. Après, qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Ensuite, ils veulent créer un fonds pour l'industrie et l'innovation, donc doté de 10 milliards d'euros, encore 10 milliards décidément, issus des actions d'entreprise possédées de manière minoritaire par l'État. Il servira à financer l'industrie du futur. Est-ce que c'est le plus important aujourd'hui ? Oui, évidemment, c'est l'avenir, les nouvelles technologies, hein, c'est les métiers d'avenir, on le sait. Mais mettre des fonds pour ça, alors comme tu viens de dire, on a des choses plus prioritaires à mettre. Moi, à la fois, j'aime bien. À la fois, je suis d'accord, mais là, c'est pas... oui, parce qu'il a un programme qui est très futuriste, quoi, hein, je veux dire. Hein, il va vers l'avenir. Mais avec quel moyen, quoi, je veux dire. Hein, faut pas oublier que celui ou celle qui va récupérer
les clés de l'État, de la présidence, il part avec un déficit, quoi, hein, je veux dire. Hein. Enfin, je suis pour, mais pas aujourd'hui. Je suis d'accord avec sa proposition. Je pense qu'il faut, pas tout de suite. il faut d'abord régler ce problème de dette et de renflouer les caisses et taper là où taper sur ceux qui font en sorte que justement le trou s'agrandisse et voir l'innovation, voir le côté futurisme après, quoi, je veux dire. Mais d'abord revenons dans le positif au niveau sous-sous parce qu'on en a bien besoin. Et à ce moment-là, relançons l'économie et après on verra, quoi. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas une des priorités, comme tu dis. Alors ensuite, nous placerons la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Bon, ça c'est écologique encore, donc là on est d'accord, c'est important. Là par contre, attention, là on a un grand débat, c'est très important moi je trouve. C'est nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d'ici 2022. Alors ça par contre, je suis totalement d'accord. Alors, complètement d'accord. Et puis j'aimerais bien qu'il parle. Je suis d'accord sur les mal isolés, mais j'aimerais bien qu'il pense aussi aux logements qui sont même pas, qui sont inoccupés, on va dire. C'est ça. L'État détient, je dirais une bêtise, hein, parce que j'ai pas les chiffres en tête. On va dire détient 40% du patrimoine français d'habitations non occupées, que ce soit des bureaux, que ce soit. Alors que c'est justement des habitations qu'on pourrait réhabiliter en logements, que ce soit en logements sociaux ou autres, mais des logements, ce qui ferait que déjà on aurait moins de monde dans les rues, hein, on aurait moins de décès pendant la période hivernale au niveau des sans-domicile, et puis ça serait des habitations qui serviraient, quoi, je veux dire, hein, au lieu que ce soit des bâtiments, des anciens bureaux qui prennent la poussière et qui se délabrent à tire-larigot, au moins ça servira à quelque chose, quoi. Et puis en plus ça permettrait de faire rentrer de l'argent, puisque de toute façon tout logement c'est de la location, donc au lieu que ça dorme et que ça coûte un bras à l'État par an, au moins ça leur fait rentrer des sous, quoi. Donc nous sommes d'accord avec la position, à condition qu'ils mettent en plus les logements vides, on va dire. C'est ça, c'est réhabiliter tous les logements vides, quoi, je veux dire. Et bien sûr de lutter aussi contre les marchands de sommeil qui se permettent de louer à des prix exorbitants des taudis, quoi, parce que bon on est d'accord là-dessus. Les reportages, ça existe, hein. Je suppose que beaucoup de monde est comme moi, je regarde beaucoup de reportages, et quand on voit dans certaines conditions où vivent des personnes par des marchands de sommeil qui vivent dans l'humidité, la moisissure et j'en passe, voilà, c'est complètement déplorable, quoi. Enfin, en tout cas, très très bien. Par contre, ce projet, c'est que d'ici 2022, on n'y est pas encore, c'est sur 5 ans aussi. Autre point, nous ferons de la France le leader mondial de la recherche sur la transition environnementale. C'est important, vous le savez. Autre point, d'ici 2022, 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise devront être bio, écologiques ou issus de circuits courts. Et pour ou contre? Alors là, on est dans les écoles cette fois. Les cantines scolaires. Ça pourrait faire vivre les petits agriculteurs qui sont à côté des écoles déjà. Donc 50% des produits en cantine scolaire devront être bio et écologiques. Pour ou contre? Moi je suis pour, hein. Après attention, trop de bio tue le bio aussi. Faut pas en écœurer les enfants non plus. Non, c'est ça. Et puis moi je suis très partagé sur le bio, hein, dans le sens où on dit que la terre elle est saine, machin, elle est pas si saine que ça, quoi, je veux dire, hein. Alors l'appellation de bio veut dire que voilà les produits sont entretenus, on va dire ça comme ça, sans pesticides, sans rien, mais même s'il n'y a pas de pesticides, sous la terre il y a des pesticides, quoi. Donc la terre elle est polluée qu'elle en peut plus. Donc moi je suis très partagé sur le bio. Après il faut manger sainement de toute façon, et comme vient de le dire Ève, il faut aussi que ça permettra aussi aux petits agriculteurs du coin d'écouler aussi leurs marchandises aussi, parce que eux ils se retrouvent avec des stocks aussi, et c'est de la nourriture qu'on jette, quoi, je veux dire. Donc l'industriel ça va 5 minutes. Moi j'aime bien manger de temps en temps quelque chose qui sort de la ferme, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Autre point important, il a dit nous remplacerons les vieux véhicules polluants en créant une prime de 1 000 € pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion moins polluant. Ouais, alors moi j'ai juste une question. Pourquoi avoir supprimé la prime à la casse ? La prime à la casse qui consistait à prendre son vieux véhicule, à le foutre à la casse, on recevait une certaine somme d'argent qui permettait d'investir dans un véhicule beaucoup plus neuf,
soit neuf, soit, comme il a dit, moins polluant, et voilà, un peu plus récent, quoi, je veux dire. Cette prime, elle a été, ça avait super bien marché à l'époque, et ça a été arrêté du jour au lendemain, alors que sur nos routes, on le voit, hein, il y a encore combien de véhicules qui datent de Mathusalem, que quand ça roule, vaut mieux pas être derrière, parce que sinon, pour celui qui fume pas, c'est comme si qu'il avait fumé toute sa vie en 5 minutes. Enfin voilà, quoi, je veux dire, ouais. Après, moi je trouve que la prime à la caisse était mieux quand même, la mieux adéquate. Alors, sur cette catégorie écologique, bien, pas bien? Ouais, non, bien. Mais bon, ça va pas se faire demain, quoi. Si, non, oui, voilà, c'est bien, très bien, mais pas maintenant. C'est bien dans le sens où il s'intéresse à l'avenir écologique de la planète, quoi, je veux dire. Même si malheureusement c'est un peu tard, puisque comme je le dis, il aurait fallu qu'on s'y prenne des années et des années en arrière. La prise de conscience, pour moi, elle est tard. Maintenant, c'est bien au moins, il y a quelqu'un qui s'inquiète aussi, quoi. Il n'y a pas que les écologistes. Bon, voilà, ça c'était donc bien, prometteur, mais trop tôt, notamment par rapport aux frais que nous avons. L'écologie, quoi qu'il en soit, il faut quand même mettre un petit peu d'argent sur l'écologie, parce que quoi qu'il en soit, l'écologie fait partie. Bien sûr, c'est l'avenir, prioritaire. Mais après, dans les énergies renouvelables, il faut y penser, de toute façon, tout ce qui est. Il y en a qui veulent sortir du nucléaire, il faut pas l'oublier. C'est ça, tout ce qui est panneaux solaires, etc. Ouais, alors d'accord, des éoliennes, ça fait bizarre dans le paysage. C'est un peu plus, c'est moins polluant, quoi. Des petites éoliennes individuelles, alors pour la maison. Tu peux, oui, du moins pour les propriétaires, parce que pour les locataires c'est beaucoup plus compliqué. Tout propriétaire, oui, voilà, il y en a, nous sur Château par exemple, on a 3 propriétaires qui ont des petites éoliennes chez eux, qui donc alimentent leur maison avec cette éolienne-là, et le surplus d'électricité qu'ils reçoivent est vendu automatiquement à EDF. Alors, on passe à la catégorie suivante. Ils parlent des mêmes règles pour tous, donc je pense qu'on va avoir pas mal notamment sur la retraite apparemment, d'après ce que je vois sur les propositions. Donc ils veulent mettre fin aux injustices de notre système des retraites. Donc avec un système universel avec des règles communes de calcul des pensions qui sera progressivement mis en place. Tout simplement. Donc ils veulent en fait un principe d'égalité, pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous. Oui, c'est sûr. En sachant que tout le monde cotise de la même manière, puisque tout le monde a quasiment le même normalement, en temps normal, le même nombre de trimestres. Il n'est pas juste qu'une personne qui a travaillé toute sa vie touche, on va dire, le minimum retraite, 800 ou 900 euros, et que quelqu'un qui a continué de travailler au-delà de la date limite touche beaucoup plus, quoi, je veux dire. Il y a un moment donné où il faut appeler un chat, quoi, je veux dire. À l'heure actuelle, un retraité ne peut pas vivre avec 600 euros de retraite par mois, quoi. C'est pas jouable. Ouais, surtout s'il doit aller en maison de retraite. C'est ça. Pour raison X ou Y, il ne sera jamais payé cette maison-là. Surtout quand tu sais que le prix des maisons de retraite, quoi. Je veux dire, c'est minimum plus de 2000 euros. Enfin voilà, quoi. 2000 euros par mois, il faut les sortir, quoi. C'est sûr. Et les indépendants, voilà, qui ont travaillé toute leur vie, ils touchent une misère à la pension. C'est ce que je trouve, moi aussi, dégueulasse au niveau des maisons de retraite, quoi. C'est de faire payer à ceux qui logent en maison de retraite, de leur faire payer des sommes astronomiques, quoi, je veux dire. J'entends bien il faut payer le personnel, il faut payer nanani, nanana, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de personnes H24. Mais 2000 euros par personne, ça va, quoi. Ils s'en sortent pas trop mal, quoi, les maisons de retraite. Alors, je continue, là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. Pourquoi pas. Par contre, là, attention important, très important, ça fait partie de nos combats. Nous publierons les noms des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alors ça devient intéressant. Enfin, quelque chose d'intéressant. Nous arrivons enfin dans un... quand est-ce qu'on va avoir cette égalité homme-femme au niveau des salaires? C'est ça. C'est pas en Islande qu'ils ont fait l'égalité salariale il y a peu?
Ah, c'est possible. Tu me Et l'apprends. puis il y a pas que salarial, quoi. Je veux dire, il y a dans tout le domaine, quoi. Je veux dire, parce que dans l'entreprise, quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te dit bon, ben tiens, tu vas voir le chef de chaîne et que tu tombes sur une femme et tout, bon, il y en a qui sont réticents, quoi. Je veux dire, hein, parce que tu reçois des ordres, tu reçois des consignes, donc il faut aussi accepter le fait d'être dirigé par une femme. Enfin voilà quoi. Enfin, publier les noms des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, je pense qu'il va y avoir pratiquement toutes les entreprises. Ah mais parce que je pense que... c'est pas plus mal. Donc moi je dis que ça serait encore mieux de les noter quoi, en fait, de faire un système de notes. Voilà, et et pourquoi pas de taxer les entreprises qui ne respectent pas ce truc, cet aspect-là quoi. Je veux dire, hein, il faut. Je trouve que moi une taxe serait la bienvenue dans le sens où bah écoute, tu veux pas être adéquate avec ça, ben tu vas payer mon gars. Hein. Et puis si tu veux rentrer dans les clous, ben le jour où tu rentres dans les clous, on t'enlèvera la taxe, c'est tout. Alors ensuite, nous alourdirons les sanctions contre la fraude fiscale. Très bonne nouvelle. Je ne le cache pas, ça c'est très bien. Ensuite, la lutte contre la fraude aux prestations sociales sera amplifiée. Donc une fraude grave entraînera désormais, en plus du remboursement, la suspension de la prestation. Ouais. Non, c'est pas plus mal. Ouais, C'est pas bien. plus mal. Ensuite, nous imposerons des grands groupes de l'Internet sur leur chiffre d'affaires réalisé sur notre sol. Donc pour cela, la lutte contre l'optimisation fiscale sera une priorité de notre action européenne. Bon, c'est pas notre domaine ça, mais en tout cas c'est ce qu'ils vont faire. Ensuite, nous ferons de la transparence sur l'attribution des logements sociaux. Ah, c'est bien ça aussi. Donc au lieu de procédures parfois opaques, nous mettrons en place un système de points fondé sur des critères objectifs, donc la taille de la famille, le niveau des ressources, le lieu de recherche, et il permettra à chacun de connaître ses chances d'obtention d'un logement et le délai d'attente prévisible. Ça c'est très bien ça. Bah oui, parce que Alors ça va être comme en Belgique. En Belgique, c'est comme ça que ça fonctionne, les logements sociaux. parce que Par point. c'est pas normal que par exemple tu aies un couple, donc une femme ou un homme ou peu importe, qui atterrissent dans un appartement avec 3 chambres, alors qu'il n'y a pas de gamin, et qu'une famille avec 1 ou 2 gamins ont du mal à avoir justement accès à ce type de logement, quoi, je veux dire. Je trouve que c'est pas normal, quoi. Je veux bien croire qu'on a tous envie d'avoir des pièces supplémentaires dans notre logement, hein, moi le premier, mais bon, faut que ce soit un minimum justifié, quoi. Et enfin, nous nous battrons contre les abus liés au travail détaché. Donc nous devrons limiter à 1 an la durée autorisée de séjour d'un travailleur détaché dans notre pays et redéfinir au niveau européen les règles du détachement pour mettre fin à toutes les formes de concurrence sociale déloyale. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bilan de ce Non, de positif. cette partie. Là, positif pour. Positif. Il y a pas voilà. mal de points positifs Ouais. sur ce coup-là. Là-dessus, oui. C'est ça. Pas mal. Alors, autre point suivant, là je crois qu'on est sur la sécurité. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Donc, sur le domaine de la sécurité, ils veulent recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pour renforcer notamment le dispositif de renseignement contre le terrorisme. Pas mal. Sur quels critères ils vont recruter ? Ah, pourquoi tu vois cette question ? Parce que moi je me dis, recruter des jeunes qui veulent rentrer dans la police ou dans la gendarmerie, pourquoi pas, je veux dire, il n'y a pas de souci. Faut-il encore passer le concours ? Moi je dis que, honnêtement, hein, moi qui ai fait un peu du milieu carcéral, je veux dire, on apprend beaucoup de choses, quoi, je veux dire. Et pourquoi pas, justement, créer, dans ces postes-là, récupérer des personnes, par exemple, qui ont un casier, et justement de faire en sorte de faire une police de proximité, enfin, pas forcément de proximité, mais de dire, voilà, putain, les jeunes, quoi, enfin, si vous avez jamais connu la prison, moi, je vous le souhaite pas, je l'ai vécu, machin, maintenant, j'en suis là parce que j'ai fait en sorte de m'en sortir, mais essayez de faire quelque chose, de créer des postes, de récupérer justement des personnes, parce que bon, avoir fait de la prison, hein, ça arrive à tout le monde, et puis on a tous des casiers différents, quoi, je veux dire, hein, moi quand je vois que maintenant, à l'heure actuelle, j'étais agent de sécurité et que maintenant tous ces milieux-là de métiers me sont interdits parce que maintenant j'ai un casier judiciaire, j'ai pas fait d'acte de terrorisme, j'ai pas menacé le président de la République ou je ne sais quoi d'autre, quoi, je veux dire, donc envers le territoire français, j'ai rien fait qui pourrait nuire à la France, quoi, je veux dire. Donc pourquoi interdire justement de continuer l'accès à ces emplois-là, quoi ?
Alors ensuite, ils veulent créer une police de sécurité quotidienne, donc au plus près des Français. Elle développera une connaissance approfondie aux lieux et des habitants qu'elle sera chargée de protéger et d'entendre. Suivant. Donc, autre point, nous donnerons aux policiers et aux gendarmes un nouveau pouvoir. Alors là, attention, il va falloir peut-être débattre sur ce point-là. Ils veulent, donc, sous le contrôle d'un juge, je précise sur ça, ils pourront en fait interdire à une personne délinquante de fréquenter le quartier où elle a commis ses délits. Ouais. Est-ce que vous, alors là, pour ou contre? Pour. Donc, t'as pas intérêt d'habiter chez soi. T'as pas intérêt de faire un délit à côté de chez toi parce que bon courage. Non, mais voilà, non, je pense qu'il faut peut-être pas abuser là-dessus. Je veux dire, la personne qui a commis un délit et qui on lui a interdit. Je parle notamment pour les personnes qui ont été jugées pour des cas de viol ou etc., qu'on interdit l'accès à plus d'un certain nombre de mètres d'une école ou je ne sais quoi, la personne, tu peux pas la brider non plus, quoi, je veux dire. Il y a bien une fois dans sa vie où, pour aller faire ses courses, il faudra bien qu'elle passe devant une école ou quoi que ce soit, et tu vas pas lui interdire d'aller faire ses courses, quoi. Il arrive à un moment donné, il faut appeler un chat, quoi. Donc Oui. je trouve que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Ou sous surveillance peut-être plutôt. Ouais, mais sur surveillance, t'es déjà sous surveillance, quoi, je veux dire, donc tu peux pas trop de surveillance, tu la surveillance, quoi, je veux dire, il y a à un moment donné, être fliqué constamment, ça va 5 minutes, quoi. D'accord, donc là t'es pas vraiment... Non, je suis pas forcément pour, quoi, je veux dire, je veux bien croire qu'il faut protéger certaines choses, mais là... Chacun son boulot, quoi, je veux dire. Un juge est là pour juger, et un policier et un gendarme n'ont pas du tout les mêmes fonctions, quoi, je veux dire. Il y en a un qui est militaire, l'autre pas du tout, quoi. Donc, je pense qu'il faut... Je crois qu'ils ont déjà fort à faire, nos amis, les policiers et les gendarmes, que de leur donner encore plus de pouvoir, quoi. Déjà qu'il y a une grosse polémique sur la municipale pour leur donner le pouvoir de port d'armes, déjà, que ça avait fait déjà une grosse polémique à une certaine époque. Donc là, je crois qu'on va avoir affaire à des cow-boys, quoi. Je veux dire, déjà qu'il y en a pas mal qui s'y prennent. Donc, non, je suis pas forcément pour. Alors là, par contre, bon, le quatrième point est assez bizarre. Il y a marqué « Nous ne tolérerons plus les incivilités ». Jusque-là, tout va bien. Donc le harcèlement des femmes, je suis d'accord. Les insultes, je suis d'accord. La dégradation du mobilier urbain, je suis d'accord. Mais alors maintenant, ils ne tolèrent plus les crachats, maintenant. C'est ce qui est marqué. Hein. Je sais plus où c'est, j'avais entendu ça, que il y a alors je sais plus si c'est en France ou dans l'Union Européenne, de cracher, tu te prends une prune. Hein. Alors, mais justement, maintenant, le crachat va être, alors tout ce que je viens de vous dire, va être puni d'une amende immédiate et dissuasive. Ouais, après, si c'est 2 €, ça va. Ça fait pas trop cher. Pour 2 € le crachat. Ouais, ça fait pas cher. Et si tu craches le chewing-gum, tu fais comment? Et si tu craches le chewing-gum, t'as pas le droit? Ah, mais t'es censé mettre ton chewing-gum dans la poubelle, jeune homme. Oui. Ouais. T'es censé. T'es censé, hein? Oui. Bon, c'est vrai que j'en connais quelques-uns, me regardez pas, qui ont tendance à cracher leur chewing-gum par la fenêtre de la voiture, mais bon, voilà. Parce que j'ai pas envie de le mettre dans le cendrier, puis ça colle, c'est dégueulasse. Faut savoir que le chewing-gum est biodégradable, donc en plus, je fais un geste pour la planète. Bon, bref. Non, je pense que il faut pas pousser à l'extrême non plus. Voilà, comme tu dis, le harcèlement sur les femmes, très important. Il y a pas à discuter. Insultes, même chose. Les insultes, alors les insultes, attention, il y a insultes et insultes. Si t'es avec une bande de potes et que tu dis tu me casses les couilles ou je ne sais quoi, ouais, ça reste une insulte. Tu vas pas pruner un gars parce qu'il est en train de déconner avec son pote et qu'il lui a dit ouais, tu me casses les burnes, quoi, je veux dire. Maintenant, tu vas voir un gars derrière, tu vas lui dire, excusez-moi du terme, mais qu'est-ce que ça me regardait, tête dans, bon, voilà. Là, ouais, ok, je suis d'accord, mais voilà, faut que ce soit proportionné aussi, quoi, je veux dire. Ça nous arrive à tous de dire des gros mots, des trucs comme ça entre nous, même en déconnant. Si à chaque fois on doit se faire prendre une prune pour ça, l'État va devenir riche, c'est moi qui vous le dis. Les dégradations. Parce qu'ils vont trouver les 10 milliards. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une autre question, ça, c'est pas la même question, ça. Les dégradations. On paye tous des impôts, enfin du moins pour ceux qui en payent. Oui. J'estime que... on paye tous des impôts, et t'en fais quoi de la TVA? C'est ça, donc on paye tous des impôts, donc ouais, la dégradation, je suis totalement pour, de toute façon. Je suis pas pour la dégradation, je suis pour que ce soit puni. Non, voilà, on paye des impôts, donc quand on a des abribus tout neufs, par exemple, c'est nos impôts, quoi. Donc quand on apprend 3 jours après que ça vient d'être explosé, quand on connaît le prix que ça coûte, ça fait yep, quoi. Alors, voilà. Toute peine prononcée sera exécutée. Bon, là,
Tout à fait. Bah, c'est comme d'habitude. Hein, ça va changer. Jusque-là, tout va bien. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est ça serait bien que ça soit immédiat et pas dans 2 ans, 3 ans, etc. Quoi. Ouais, mais après, il faut voir aussi à ce moment-là, ça va demander à revoir aussi le système des tribunaux, quoi. Un TIG va pas durer 1 an, par exemple. C'est ça. Mais après, il faut voir aussi la disponibilité. C'est toujours pareil. Il fut un temps, il n'y avait pas assez d'avocats, il n'y avait pas assez de juges, il n'y avait pas de. À moins qu'il faut lire comment vous dire la phrase différemment. Ça veut dire que toute peine prononcée sera exécutée. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'appel, etc. Mais t'es obligé de laisser les appels. Mais alors, en tout cas, c'est comme ça on peut lire aussi. La justice française, je suis désolé, mais tu fais appel, mais tu dois faire ta peine quand même. C'est bizarre, ça. Ouais, mais si tu fais appel et qu'on t'oblige à faire la peine, il y a un problème quelque part. Parce que si en appel, on te dit, bah ouais, finalement, vous n'êtes pas coupable, en attendant, le temps que tu auras purgé, le temps de ton appel, va falloir trouver une solution pour réparer les dégâts, quoi, je veux dire. Hein, surtout pour une personne qui vient de rentrer, par exemple. Hein, ou c'est la première fois qu'il vient de rentrer en prison, quoi, je veux dire. Hein, je le souhaite à personne. Hein. Ça tombe bien que tu parles de prison, parce qu'ils veulent construire 15 000 nouvelles places de prison. Est-ce que c'est faisable? Alors, 15 000 places, non, c'est pas faisable. Il faut créer d'autres prisons, oui. Mais pas des places. Il faut recréer des structures. On va prendre les Baumettes, par exemple. Je voulais pas forcément dire les Baumettes, mais les Baumettes à Marseille, par exemple. Les 15 000 places, tu les créeras pas, quoi. 15 000 en France. Hein, ouais, mais même 1000 places, je veux dire une connerie, 1000 places au Baumettes à Marseille, mais jamais de la vie tu les créeras. C'est déjà surpeuplé. C'est recréer des structures afin de désengorger les prisons actuelles. Et de faire des prisons, je vais pas dire conséquentes, mais si ça doit accueillir, je vais dire une connerie, 20 000 détenus, c'est pas 22 000 détenus, c'est 20 000 points. Et puis voilà, quoi, il faut arrêter aussi la surpopulation, quoi, je veux dire. On s'étonne qu'il y a... Peut-être aussi favoriser un peu plus pour les petits délinquants, hein, pas pour quand même une limite. Pour les petits délinquants, favoriser, moi je trouve plus facilement le bracelet électronique que la prison. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ça a toujours été ma politique en tant qu'ancien détenu, hein, de toute façon, hein, de toujours privilégier le bracelet. Déjà, ça désengorge les prisons, de toute façon. En plus, ça permet aux détenus d'être libres, on va dire entre parenthèses, déjà d'être dans un milieu sécurisé, où il est à l'aise, où il peut avoir un semblant de vie, alors que c'est vrai que d'être enfermé entre 4 murs, H24, c'est pas forcément l'idéal. Et comme tu le dis, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, pour moi, il n'y a pas de petite ou de grande délinquance, en fin de compte. Voilà, t'as commis un délit, ça reste un délit que t'aies 14 ans ou 22 ans, pour moi, le délit, il est là, quoi, je veux dire. Donc, de là, si tu dois manger, si tu dois manger de la prison, tu manges de la prison, quoi, je veux dire. Créons des structures à ce moment-là pour les mineurs aussi, dans les conditions identiques aux adultes, je veux dire. Plus souple, forcément, ça reste des mineurs, on va pas non plus les tarabuster comme des adultes, mais pour qu'il y ait une prise de conscience, quoi, je veux dire, parce que des mineurs à l'heure actuelle qu'on met dans des centres de redressement ou dans des petites structures carcérales entre parenthèses, le gars il sort, il recommence, quoi, je veux dire, parce que c'est une colonie de vacances là-dedans, il y a aucune règle stricte, quoi, je veux dire. Alors que si on prend un milieu carcéral adulte et qu'on fait la même chose pour les mineurs avec un petit peu plus de souplesse, parce que tu peux pas non plus être trop rigide là-dessus, je pense que l'impact sera meilleur que ce qu'il est à l'heure actuelle. Alors pour les derniers, je vais vous faire rapide. Donc ils veulent confirmer la cyberdéfense et la cybersécurité comme priorité. Ensuite, ils veulent augmenter les moyens de nos armées. Donc voilà. Ensuite, ils veulent créer un état-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Ça, par contre, c'est intéressant. Et enfin, ils veulent agir avec nos partenaires européens pour créer une force de 5000 gardes frontières européens. Les fameuses gardes frontières. Donc ils seront chargés en fait ces gardes frontières ils seront chargés de surveiller et protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Extérieures. La Grèce par exemple. Oui. Avec les réfugiés, tout ça. Oui, voilà, pour éviter le flux d'entrants. Par exemple. Très important ça aussi. Enfin après on va se croire un petit peu dans les experts quand même. Parce que la cybercriminalité, tout ça, même si on sait qu'il y en a de toute façon,
Voilà quoi. On sait très bien que tout PC n'est pas sans trace. Alors ensuite, donc côté sécurité, alors est-ce qu'il y a des pour, des contre, non, il y a beaucoup positifs? Il y a du bon. Il y a du bon. Après, voilà. Il y a très peu de points faibles, on va dire. Ouais, il y a très peu de points faibles. Après, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est le surrecrutement. Après, voilà quoi. D'accord. Alors ensuite, il y a une catégorie pour les enfants cette fois. Donc cette fois on va faire vite parce que là c'est pas forcément tout notre domaine, mais je pense que t'es plus en tant que parent, même Eve en tant que parent, vous pouvez mieux répondre que moi, on va dire. Alors ils veulent donner la priorité à l'école primaire pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en 6e. Ça c'est très important ça. C'est la base. Bah déjà si tu sais pas lire déjà en CP. C'est ça. C'est grave. Déjà, tu es censé savoir lire et écrire en CP, si je me trompe pas. Ah oui. Donc, si tu sais pas lire et écrire en arrivant en 6e, ça va être embêtant quand même. Enfin, pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Alors là, interdiction de l'usage des téléphones portables dans l'enceinte des écoles primaires et des collèges. Oui. Je crois que ça se fait déjà. Si je me trompe pas, Moi j'ai connu l'époque où on n'avait pas tout ça. Hein. Oui. On n'avait pas de téléphone portable. C'est vrai que ça fait drôle de voir ça parce que nous, c'est vrai qu'on n'a pas connu tout ça. Mais nous, tu te pointais déjà au collège avec un téléphone portable, on te le faisait bouffer par les trous de nez. Question pour ou contre les téléphones portables. Déjà, qu'est-ce que les enfants font avec un téléphone portable? Moi, ce qui me choque, c'est en école primaire. Quoi. Voir des gamins en école primaire avec un téléphone portable, allô. Collège, déjà, c'est un peu plus logique. Mais... Collège, ça me paraît un peu plus logique parce que selon les heures de cours, le gamin qui a fini plus tôt que prévu, il va pas attendre 4 heures dans le collège pour rentrer chez lui. C'est peut-être pour moi un peu dangereux quand même quand j'y réfléchis. Dans l'enceinte des écoles primaires, donc pour moi il faudrait que pour moi ça serait bien que je parle des collégiens, qu'ils aient leur téléphone portable, mais que leur téléphone portable reste dans un comment vous dire, dans un cadre. Casier, quoi, si vous préférez. Parce que si jamais, supposons qu'il lui arrive quelque chose au jeune, il fait comment pour contacter ses parents? C'est ça. Si je peux me permettre. Non, mais c'est ça. C'est à la rigueur réquisitionner, le mot est fort, mais réquisitionner le téléphone portable du collégien quand il rentre dans l'établissement, de lui mettre dans un canier bien spécifique avec un code ou n'importe quoi, il se pointe, il va voir le responsable, il dit voilà, je viens récupérer mon portable parce que j'ai fini les cours plus tôt que prévu, donc il faut que j'appelle mes parents pour nanani par exemple. À ce moment-là, on lui restitue le téléphone en question. Après, s'il arrive quelque chose au gamin dans l'enceinte de l'établissement, généralement c'est la responsabilité de l'école. À l'extérieur d'école. Après, à la sortie de l'école, par exemple. Normalement, on est censé te le restituer à la sortie. Ben c'est ça, mais apparemment, ils veulent pas du tout. Apparemment, ils veulent pas dans l'enceinte. Qu'on fasse rentrer, tu vois, l'élève avec son téléphone portable dans l'enceinte et qu'on lui prenne son téléphone et on lui dit, bah écoute, tu le récupères à la sortie, machin. Ça, oui, je suis court, oui. Le gars, il passe, on lui donne, il donne son code ou je ne sais quoi, il se débrouille comme il veut le faire, pour récupérer son téléphone à la fin de ses cours pour pouvoir repartir chez lui. Ça, oui, je suis pour, mais si c'est totalement, là, je suis contre. Ah non, bah non. Si c'est une interdiction totale, là, c'est dangereux pour moi. On ne peut pas, justement. Non, mais en fonction de son emploi du temps, voilà, tu commences à 8h, tu donnes ton téléphone portable, tu finis à midi, à midi, tu récupères ton téléphone portable. Terminares. Ensuite, ils veulent donner plus d'autonomie aux équipes éducatives. Donc, en fait, qui vont être suivis et évalués avec une formation des enseignants qui sera adaptée à ce nouveau cadre. Bon. On peut passer si vous voulez, ça sera plus simple. Ensuite, ça c'était un programme que j'ai entendu dans une émission sur C8. Alors lui, Emmanuel Macron veut limiter à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Ça, c'est un grand programme que j'ai entendu dans une émission sur C8. Est-ce que c'est faisable, ça? Est-ce qu'il y a déjà assez d'écoles pour ça? Est-ce qu'il y a assez de classes pour ça? On n'arrête pas de fermer les écoles les unes derrière les autres. 12 élèves par enseignant? Je vois pas comment faire 12 élèves par enseignant, que ce soit de CP et de CE1. Quand on voit déjà que rien que dans l'école de mon fils, à l'époque où il était en CE, ils étaient déjà plus d'une vingtaine, quoi, je veux dire. Donc, et il n'y avait pas d'autres enseignants pour couper la salle en deux, quoi, je veux dire. Donc je vois pas comment. Ensuite, il veut rendre possible le rétablissement de parcours bilingues au collège, donc bilingue anglais... Bilingue. Oui, bilingue. Il faut que tu dis bilingue. Voilà, donc ils veulent le retour du grec et du latin, par exemple.
Bah, le latin, oui, pourquoi pas. Le grec, bon, c'est pas ce qui va nous servir le plus, mais Le latin, c'est important. le latin, c'est quand même important. Mm. Je veux dire que pour quelqu'un qui fait des études de paysagiste, par exemple, Si, le grec, c'est important. Et les Proximus et les. Oui, non, c'est latin, non, ça. oui. C'est D'accord. Il va falloir que t'ailles faire un petit séjour en Grèce pour voir la différence. Vas-y. Non, mais les Grecs, c'est important aussi parce qu'il y a des connotations. Parce qu'on voilà, il y a des Oui. mots en français qui ont des connotations On grecques. on est d'accord, mais bon, le latin reste quand même le plus prisé quand même. Enfin, je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Hein, Oui, merci, je connais à l'époque. donc. Enfin, j'ai pas pris le grec à l'époque, j'ai appris que le latin. moi. Oui, voilà, bah, pareil. Donc voilà. Ça, c'est quand on veut se lancer dans des cours après littéraires, je vais dire. Moi, j'ai voulu me lancer dans l'égyptien, ils n'ont jamais voulu. Alors voilà. Ouais, d'accord. Ah oui, je te donnerai des cours puisque je suis une vieille momie, donc les hiéroglyphes. Chouette, je vais pouvoir te tirer les bandes. Ensuite, ils veulent proposer à tous un accompagnement après la classe. Je pense que c'est. À tous, non. Si l'élève n'en a pas besoin, Mais pourquoi pas je vois pas l'intérêt. Ah, mais il y a problème. Maintenant, pour les élèves qui sont en difficulté, un accompagnement supplémentaire, oui. Voilà, un élève qui a de l'avance sur ses camarades, je vois pas l'intérêt de. En fait, voilà, je suis en train de lire le truc parce qu'au collège, c'est vrai que nous, on a connu ça à l'époque. En fait, ils veulent rétablir les études dirigées. Oui, on l'a les connu, fameuses ça. permanences. Voilà, donc les études dirigées, apparemment, ça n'existe plus aujourd'hui et ils veulent le rétablir. Moi, je trouve ça. Les permes, c'était chouette. C'était bien ça. Ah ouais, pendant une heure, t'allais te faire chier en permes. Il faut pas oublier que Macron est notre génération. Hein. Ah oui, non, mais voilà. Il a 39 ans, il faut pas l'oublier. Donc, il a connu ça aussi. Ah oui. Donc, oui, les études, oui, partant par le système des permanences, ouais, c'est pas mal ça. Alors ensuite, ils veulent moderniser le baccalauréat. Donc, il y aura désormais 4 matières obligatoires à l'examen final et les autres seront validées par un contrôle continu. Pourquoi pas? J'ai jamais été jusque-là. Donc. Alors, c'est pas notre problème de toute façon, mais bon, le baccalauréat, moi j'ai connu à 3, je crois, en matière obligatoire. Mais 4, non. Je sais pas, moi j'ai essayé de passer le bac plus 2 pour laver et rincer. Je crois que le 4e, je crois qu'ils veulent mettre l'anglais, un truc comme ça, en obligatoire, un truc comme ça, je pense. Je peux avoir une explication parce que là je suis un peu perdu. Mais en fait, aujourd'hui, chez nous, moi j'ai connu à l'époque, il y avait 3 épreuves obligatoires au bac. Enfin, D'accord. Et là aujourd'hui, ils vont la mettre un 4e. Une matière obligatoire. Ok. Voilà, tout simplement. Et ça serait imposé ou c'est l'élève qui c'est choisit? imposé. Ah non, c'est imposé, je crois. D'accord. Si c'est obligatoire, c'est imposé. Ah bah, Soyons logiques. C'est comme, t'as le bac S, t'as les maths, obligatoirement. Si t'as pas les maths, il y a un problème. Hein. C'est un exemple. Dans le ES, vous savez ce que c'est? Économie sociale. Ah non, ES, c'était bac S scientifique. Ça y est, c'est réveillé d'un coup. Bonjour. Donc ES, c'est économie et sociale. Donc il y a forcément l'économie. Oui, ouais. Et donc bac L, vous savez qu'est-ce qu'il y a aussi? Littéraire. Donc voilà. il y a forcément le français. Sachant que le français est obligatoire, je crois, dans toutes les. C'est obligatoire dans toutes les matières. De toute façon. Dans toutes les catégories de bac, il y a le français. Enfin, il y a le français et la philosophie. C'est sûr, tu vas pas te pointer au bac L en parlant portugais, hein, sinon tu Non, auras un ça, c'est problème. sûr. Alors ensuite. Chichi. Alors ensuite, ils veulent demander à chaque lycée professionnel et université de publier ses résultats. Bon, pourquoi pas. Comme ça se fait en Amérique. Ça, par contre, très intéressant. Ils veulent construire 80 000 logements pour les jeunes. Ah, quand même, ça devient intéressant. Les fameux étudiants, je dirais. Oui, bah oui. Bah, ça devient intéressant. Oui, faire le système un peu américain des grosses universités. Ouais, ça c'est ouais. Très bien, ça c'est très. Je trouve que Macron beaucoup sur les jeunes, j'ai remarqué, sur ses propositions, par rapport à ce que je dis depuis tout à l'heure. Ensuite, En Belgique, ça existe, par contre. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut aussi prendre largement à l'avance. Alors ensuite, ils veulent ouvrir des bibliothèques en soirée et le week-end. Ouais. C'est bien. Ça change des discothèques. Et en fait, ils veulent créer un pass culture qui permettra à chaque Français de 18 ans d'effectuer 500 € de dépenses culturelles en cinéma, théâtre et livres. Bah putain, c'est pourquoi on n'a pas vécu à cette époque. Punaise, j'aurais été bien content. Parce que les 500 € de Cinoche. J'aurais été bien content d'avoir ça aujourd'hui. Si j'aurais bien voulu avoir 18 ans avec ça, je vous le dis. Je vous le dis. Enfin, c'est mon avis personnel. Alors voilà, ça c'était sur les enfants et les jeunes et même sur les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Non, c'est bien. C'est bien. Beaucoup de points positifs. Ouais. Là, j'ai très peu vu de points négatifs là-dessus, à part le côté limite à 12 élèves sur le CP qui est un peu juste, on va dire. Mais t'avais pas dit que c'était pour les endroits qui posaient difficulté? C'est pour les établissements en zone prioritaire.
Oui, donc je vais dire, c'est quand même des endroits où La les difficulté, jeunes là, sont oui. quand même assez perturbés et violents. C'est ça. Tout à fait. Trop menteur. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même, parce que là, il est quand même 15h08. Alors, là, on est sur le principe de la laïcité. Nous y sommes. Donc, ils veulent appliquer strictement le principe de laïcité. Donc, ils veulent organiser pour les ministres du culte une formation universitaire à la laïcité, aux valeurs de la République et à la langue française. Nous développerons la connaissance des différentes religions à l'école en prévoyant un enseignement spécifique sur le fait religieux. Ça mérite débat, ça, hein? Ouais, comme en Belgique. Quoi. Ouais, mais je sais pas si c'est... Moi, je dis, on peut apprendre de son voisin d'une religion différente. Hein. Je veux dire, moi, j'ai bien appris le Coran. Enfin voilà, ça a permis d'apprendre certaines choses. Je vais être honnête avec toi. Après, qu'on explique qu'est-ce qu'un musulman, un juif, tout ça, je le comprends. Mais faire, par exemple, faire lire à un enfant le Coran, moi, je suis contre. Hein, je te le dis clairement. Hein. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Excuse-moi du peu, je te dis franchement, je suis d'accord pour expliquer, voilà, parce qu'il y a le problème de racisme, antisémitisme, tout ça, qu'il faut combattre, etc. Donc, faire comprendre aux enfants, voilà, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs cultes, tout ça, je suis d'accord. J'espère juste une seule chose, c'est qu'on ne fasse pas apprendre à un enfant tout ce qui est Coran, tout ce qui est Bible, etc. Parce que là, je dis contre tout de suite, hein. C'est pas le principe de base, excusez-moi. C'est pas. On n'apprend pas à un enfant la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous apporte dans la vie quotidienne? Je vous pose cette question. Ah bah moi, elle me sert à caler les meubles. Alors après, je vous pose cette non, question. je déconne. Oui, non. Après, Qu'est-ce qu'on parle d'éducation? Qu'est-ce que la Bible nous éduque? Allez-y, je vous pose la question. Merci pour la réponse. Ça c'est fait, vous voyez, hein, c'est rapide, hein, je vous dis clairement. Hein. Donc, d'apprendre aux enfants, voilà, tout ce qui est lutte à la limite contre le racisme, le vivre ensemble, là je suis pour, totalement. Oui, Alors là, si c'est dans le principe du vivre ensemble, il y a là, oui, et puis peut-être aussi le côté du respect de son voisin, quoi. Je veux dire, par rapport à sa religion, par rapport à ses coutumes, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être aussi ce côté-là, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que ton voisin il est noir et qu'il a une culture différente de toi que ça fait de lui ton ennemi, quoi. Je veux dire, bien au contraire, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais donc en primaire, il y avait mon amie, donc elle était africaine, noire et musulmane. Eh bien, elle était snobée par toutes celles de la classe. Et moi, je l'avais prise pour amie. Eh bien, j'étais ignorée par toute la classe parce que j'osais me mettre amie avec elle. Alors attention, parce que les parties suivantes, vous allez voir, c'est très important. Et là, ça va concerner notre association au plus près. Donc, point suivant, nous démantèlerons les associations qui, sous couvert de religion, s'attaquent à la République. La Manif pour tous, bonjour. Je leur fais un petit coucou au passage. Enfin. Bah oui. C'est bien le seul qui propose ça, d'ailleurs. Hein. Et je précise que les associations qui existent, c'est une loi 1901. Et sur la loi 1901, il y a un article qui précise bien qu'on est censé se battre pour des valeurs de la République. Bien sûr. Donc forcément, les associations, la Manif pour tous, entre autres, qui s'attaquent à la République, et sous couvert de religion en plus, bah voilà ça. Quoi. Bah moi je dis là, j'arrive, là je suis pour tout de suite moi. Voilà, moi je suis d'accord avec ça. Ensuite, nous ferons de la maîtrise de la langue française le principal critère de l'obtention de la nationalité française. Ah, là aussi, grand débat. Attention. Bah oui, c'est un minimum quand même. Grand débat, on en avait beaucoup parlé dans l'émission quand on avait fait le sujet du racisme, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça, c'est la chose qu'on avait dit que quand il y a un réfugié qui rentre en France, la première chose à penser, c'est qu'il apprenne le français. Mais il a pour obligation, de toute façon, de s'intégrer par la langue, de toute façon, puisque c'est une des conditions, bien sûr, qui lui est donnée. Donc ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord de tenir ça, et c'est très bien. Donc, moi je trouve que c'est logique que si, de toute façon, peu importe que ce soit en France ou un autre pays. D'accord. Donc, imaginons qu'un étranger vienne en France, aille en France, ben c'est normal qu'il apprenne le français. Comme c'est normal qu'un Français qui va dans un autre pays, qu'il apprenne la langue de l'autre pays. C'est pas, je veux dire, même si dans l'autre pays, on parle le français, la moindre des choses, c'est que le français fasse quand même l'effort d'apprendre la langue de l'autre pays. S'il habite là, c'est logique. Ensuite, c'est dans les deux sens, pour moi. Ensuite, nous examinerons les demandes d'asile en moins de 6 mois, recours compris.
Donc pour Macron, c'est nécessaire pour accueillir dignement les réfugiés qui ont droit à la protection de la France. Les autres seront reconduits sans délai vers leur pays afin qu'ils ne deviennent pas des immigrés clandestins. Je pense que là aussi, on est dans la logique la plus absolue. C'est ça. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qu'on a dit dans notre émission radio il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on vient de... c'est vrai qu'on est en train de voir, d'avoir un petit peu notre vision des choses aussi, en quelque sorte. Sans faire d'influence, évidemment, politique et sans faire d'influence de vote, je passe au passage. Mais ça me correspond totalement avec ma vision des choses aussi. À moi, personnellement, à toi, je pense aussi. Ah oui, totalement. Eve aussi, je pense. Voilà, donc il me semble. Ensuite, ils veulent créer des emplois francs pour encourager l'embauche des habitants des 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bon, je ne sais pas si c'est le plus important, celui-là. Par contre, le suivant... J'aurai le plaisir de vous le dire, celui-là. Donc, voici ce que Macron va proposer. Ils veulent faire de la lutte contre la discrimination une priorité nationale. Eureka. Ah là là, alors là, attention, notre association va avoir un rôle à jouer, parce que nous, on est dedans. Donc, ils veulent développer des opérations de contrôle aléatoires et imprévues à grande échelle en matière d'accès à l'emploi ou au logement, sachant que les partenaires sociaux seront également mobilisés. On arrive. Donc, si jamais, je propose tout de suite, là, je dis tout de suite, je ne m'avance pas, si et seulement si M. Macron est élu, on va faire une lettre d'office et qu'on proposera un partenariat par rapport à sa lutte, par rapport à cette priorité nationale, parce qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Et là, j'espère que d'autres associations suivront, j'espère qu'on ne sera pas les seuls, mais en tout cas, nous, personnellement, on travaillera si et jamais M. Macron est élu, bien sûr. Ouais. En tout cas, voilà. Mais il n'y a pas d'influence de vote, je dis juste dans le cas où Macron est élu. Ensuite, ils veulent construire une Europe qui développe... Alors, voilà, on a changé de catégorie, ça c'est sur l'Europe. Est-ce que sur la laïcité, l'intégration, les discriminations... Ça va. Ça vous va ? Ah ouais. C'est positif. Parfait. Alors maintenant sur l'Europe, maintenant il y a beaucoup de choses sur l'Europe. Vous savez qu'on va en parler beaucoup de l'Europe là en ce moment. Il y en a pas mal de candidats qui parlent de Brexit, etc. Alors on va en avoir un. Alors Macron propose ceci pour l'Europe. Je fais plus, je le fais rapide cette fois. Nous construirons une Europe qui développe nos emplois et notre économie. Bah oui. Voilà. Ensuite, ils veulent lutter contre les arrangements fiscaux entre États et entreprises multinationales. Ça, c'est logique. C'est logique. Alors, ça, c'est tout à fait... je crois qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Là, c'est tout à fait logique. Ensuite, ils veulent réserver l'accès au marché public européen aux entreprises. Ensuite, ils veulent généraliser Erasmus et l'étendre aux apprentis. Alors, sachant que 200 000 étudiants et apprentis français partiront chaque année dans un pays de l'Union européenne. Très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Ensuite, ils veulent construire une Europe qui nous protège. Donc, ils veulent proposer avec l'Allemagne une Europe de la défense associant les pays volontaires en créant un fonds européen de défense qui financera les équipements militaires communs. Le drone, par exemple, les drones. Ensuite, il veut construire une Europe qui protège nos industries stratégiques. Je pense que là aussi, on est dans la logique la plus logique, on va dire. Ensuite, dans la discussion du Brexit, il veut défendre l'intégrité du marché unique européen. Il dit que toutes les entreprises qui y accèdent doivent être soumises aux mêmes disciplines. Voilà. Ensuite, il veut créer un marché unique du numérique en Europe. Ensuite, il veut créer un marché unique de l'énergie en Europe. Et enfin, il veut donner la parole au peuple. Ah, ça, par contre... Il serait temps. Il serait temps d'entendre ça. Donc, je vais expliquer ce qu'il a dit. Il veut proposer des conventions citoyennes dans toute l'Europe dès la fin de l'année 2017 pour redonner un sens au projet européen. Ces conventions aboutiront à un projet qui sera ensuite adopté par tous les pays qui le souhaitent. Aucun État membre n'aura le pouvoir de bloquer cette nouvelle étape. C'est très bien. Donc voilà, ça c'était sur l'Europe. Je l'ai fait rapide celui-là parce que l'Europe on risque d'en avoir comme ça. Donc en général, vous en pensez quoi ? Non, c'est bien. C'est bien. Très bien. Bon là, on revient sur des choses beaucoup plus importantes. Attention, ça aussi, ça va concerner beaucoup les combats de notre association. Là, on est sur les aînés et les sur les économiquement par rapport aux aînés, donc les personnes âgées et les personnes qui vivent modestement. On est là. Donc, il veut augmenter le minimum vieillesse de 100 € par mois. Oui. Oui. Là, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de... 100 € par mois, je trouve que même c'est... Là, il n'y a même pas de débat à faire. Là, il y a pour de suite. Ensuite, il veut créer un versement social unique. Donc, tous les allocations sociales, donc l'APL, le RSA, attention, on y arrive, seront versés le même jour du mois, un trimestre maximum après la constatation des revenus, contre jusqu'à 2 ans aujourd'hui.
C'est ça que tu dois te dire, là, tu te poses des questions, là. Est-ce que tu vas te dire, est-ce que tu auras le RSA tous les mois ou est-ce que tu l'auras tous les 3 mois? C'est ça que tu t'inquiètes. C'est ça. Là, tu es en train de t'inquiéter, là. Tous les 3 mois, ça serait short. C'est le même jour du mois, hein. Ouais, mais parce que trimestriel, quand tu entends le mot trimestriel... Alors non, ça sera versé tous les mois, après constatation des revenus tous les 3 trimestres maximum. Oui, voilà. Il serait temps que tous soient versés le même mois. Il est anormal que le RSA, l'AH ou les trucs comme ça soient versés à des dates ça va être plus rapide, diverses. Ça va être plus rapide, voilà. Le RSA, les versements des RSA, je veux dire, nous, à l'heure actuelle, c'est versé tous les 5, et autant que ce soit fait pour tout le monde, quoi, je veux dire. En fait, là, je pense qu'ils vont un petit peu rapidifier. Je pense que ça se dit pas ce mot, ça rapidifier, ça existe pas. J'essaie de trouver le mot depuis tout à l'heure, mais accélérer, voilà. Mais quoi, j'essaie de trouver d'autres mots de la langue française. Alors, tu sais, les jeunes, ils font ça en ce moment. Comme vous avez vu, la tomate a inventé un nouveau mot, rapidifier. Donc. C'est pas un verbe du premier groupe, Donc accélérer justement le côté constatation des revenus, au lieu de 2 ans, il va faire en 3 mois. Voilà, tout simplement. Comme ça, je vous l'ai fait en version 2 secondes. Comme ça se fait déjà pour le RSA. Le RSA, on déclare tous les 3 mois. Non, eux, ils constatent les revenus, on déclare les revenus tous les 3 mois. Mais eux, ils vont faire des constats, au lieu de 2 ans, ils vont faire en 3 mois. Oui, c'est pas plus mal. Mais c'est même très bien. Ensuite, ils veulent créer un accélérateur d'associations. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, elles font en parlant des associations, c'est nous alors. Donc, elles font un travail formidable, mais il est difficile pour elles de toucher tout leur public, ça c'est vrai. Cette nouvelle structure sera chargée de déployer sur l'ensemble du territoire et en moins de 5 ans les associations les plus utiles à notre société. Pourquoi pas? Donc, comme je dis, il va falloir qu'on écrive à Macron si jamais il est élu. Pour expliquer ce qu'on fait. Ensuite, ils veulent mettre en place la prise en charge à 100% des lunettes et des prothèses auditives et dentaires d'ici 2022. Eureka. Ah, ça par contre, ça te plaît? Ah oui, bah oui. Ah ouais, mais carrément. J'estime que tout ce qui touche la vue, tout ce qui touche l'auditif est très important. Et quand j'entends dire d'autres candidats qui veulent supprimer la prise en charge ou quoi que ce soit, ça me met hors de moi, quoi, je veux dire. Donc non, la prise à 100%, mais tant mieux. Quand on voit le coût des lunettes ou des prothèses auditives et dentaires, tout le monde malheureusement n'a pas les moyens de se payer cette prestation-là. Et puis bon, on a tous une image à défendre, quoi. Donc non, c'est très bien. Moi, ça me va. Ensuite, ils veulent consacrer 5 milliards d'euros sur le plan d'investissement à la santé. Moi, je pense que la santé, c'est plus important que ce qu'on a entendu tout à l'heure. La santé, c'est prioritaire pour moi. Ça fait partie des priorités absolues de quiconque. Hein. Quand j'ai entendu les 50 milliards tout à l'heure, voilà, j'aurais préféré qu'ils mettent plus sur la santé que ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est un exemple. Ensuite, ils veulent créer un service sanitaire. Donc, 40 000 étudiants en santé consacreront 3 mois à des actions de prévention dans les écoles et les entreprises. Pourquoi pas. Ensuite, ils veulent renforcer le droit à l'oubli pour les personnes ayant été malades. Ouais. Oui. Ouais. Je suis pas très, très pour, moi, là-dessus, mais je vous le cache pas. Donc, en fait, au moment de souscrire un emprunt ou un contrat d'assurance, les malades de cancer et de l'hépatite C n'auront plus à le mentionner dès 5 ans après leur rémission. Contre 10 ans aujourd'hui. Pourquoi pas. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Et ensuite, ils veulent doubler le nombre de maisons de santé. Oui, là, je suis pour. Là, on est d'accord. Notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Donc, ces maisons regrouperont des médecins, des infirmières, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des professionnels du sport. Faites ça, Sisteron, on sera bien content, je vous le dis, d'avoir ça. Ensuite, ils veulent donner accès à une auxiliaire de vie scolaire à tous les enfants qui en ont besoin pour avoir une scolarité comme les autres. Donc, ces AVS auront un emploi stable et un salaire décent. Ouais. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est les dernières roues du carrosse. Hein. Et attention, là aussi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, il n'avait pas dit ça. Il va augmenter de 100 € par mois l'allocation adulte handicapé. Donc aujourd'hui, il a 800 €, donc ça augmenterait à 900. Est-ce que c'est logique, légitime? Est-ce que c'est faible, trop faible pour vous? Il y en a qui vont en parler, qui veulent l'augmenter jusqu'à 1 000 € encore. Hein. La hache, hein. Il y en a qui en ont parlé. Après, je pense qu'il faut pas non plus 1 000 €, on en est quasiment un SMIC, quoi. Hein, je veux dire. Je veux bien croire qu'il y a un handicap, mais bon. Enfin voilà, quoi. Bilan là-dessus, sur ce côté catégorie, d'accord.
Pour beaucoup de positifs, en tout cas. Ensuite, cette fois, c'est rendre la vie des Français plus facile. Ça, c'est une nouvelle catégorie. Je vais essayer d'aller vite. Donc, ils veulent créer un droit à l'erreur pour tous. Alors là, où ça, par exemple? J'ai tué mon voisin, j'ai le droit d'erreur. Donc, par exemple, aujourd'hui, un employeur qui oublie de déclarer à l'URSSAF la prime de Noël qu'il verse à ses salariés est condamné à une amende. Il pourra demain faire valoir son droit à l'erreur. Et aujourd'hui, donc si je peux me permettre, aujourd'hui, des grands-parents qui hébergent leur petite fille parce qu'elle vient de trouver un emploi près de chez eux doivent la déclarer à la CAF sous peine de perdre une partie de leurs allocations logement et de payer des pénalités. Donc ils pourront demain faire valoir leur droit à l'erreur et ne plus payer des pénalités. Pourquoi pas? Ouais. Faut faire attention parce que droit à Quand l'erreur. même, une entreprise qui oublie de déclarer la prime de Noël. Droit à l'erreur, d'accord, mais ça dépend sur quoi, parce que je trouve ça dangereux, hein, le droit à l'erreur. Tout le monde peut. J'ai oublié de payer ton salaire, excuse-moi, j'ai le droit à l'erreur, quoi. C'est un peu facile, je crois. Je cogne. Ah, mais excusez-moi, c'est une erreur. C'est ça. J'invoque mon droit à l'erreur. Excusez-moi. Je cogne, je le tabasse à plat, mais j'ai fait une erreur. Excusez-moi, je me suis trompé de personne en fait. Pardon, excusez-moi. C'est ridicule. Mais En fait, je croyais tabasser le Père Noël parce qu'il m'a pas apporté le cadeau que je désirais. C'est ça. D'accord. Mais j'ai pas fait exprès, hein, c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je trouve ça dangereux, par contre, celui-là. Je suis d'accord sur administrativement d'accord, mais si c'est sur tous les délits, oui, moi je serais pas d'accord. C'est uniquement, là, je serais d'accord uniquement sur les problèmes administratifs dans ce cas. Point. Ensuite, ils veulent passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne la numérisation de l'administration. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça, qu'on a entendu parler, et qui continue, Monsieur Macron, là-dessus. Ensuite, il veut donner au préfet la capacité d'adapter l'organisation des services de l'État aux besoins de chaque région et département. Pourquoi pas? Ensuite, ils veulent pas rajouter... nous ne rajouterons aucune norme nationale aux normes européennes dans les secteurs agricoles, maritimes et de la pêche. Pourquoi pas? Il y en a déjà assez. Ensuite, tous les services publics accueillant du public, hôpital, école, tribunal, CAF, etc., seront tenus d'afficher leurs résultats en termes de qualité de service. Par exemple, les temps d'attente et les taux de satisfaction, etc. Intéressant. C'est vrai que la CAF cache bien leur jeu là-dessus aussi. Hein. Et ça, ils en parlent pas. Il n'y a pas que. Ensuite, nous établirons dans chaque département un tribunal de première instance qui sera le guichet unique permettant un accès facilité aux juges. Pourquoi pas? Et enfin, ils veulent raccourcir les délais de jugement pour les litiges inférieurs à 4 000 €. Oui, ça c'est intéressant. Oui. Voilà, là on est sur un truc intéressant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Les restes, c'est moyen, mais par contre, le dernier est pas mal. Le coup du délai de jugement, c'est pas mal. J'espère que j'en ai pas 4. Il me reste 2 catégories pour Macron. J'ai pas de chance parce que en principe j'avais dit 1 heure par candidat et je suis un peu en retard. Donc ensuite sur la démocratie, il me reste 2 catégories sur Macron et après on aura fait le bilan. Donc nous proposerons une grande loi de moralisation de la vie publique qui comprendra l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités du Conseil parallèlement à leur mandat pour mettre fin aux conflits d'intérêts. Toutes les indemnités seront soumises à l'impôt. Je crois que là, ça va être un peu compliqué pour nous, tout ça. Hein. L'interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre d'un membre de sa famille. Tiens, ça, c'est une attaque contre Fillon, ça, au hasard. Hein. Au Fillon, au hasard. Et je me demande si les Le Pen ne sont pas aussi intéressés. Parce je crois qu'il y en a d'autres aussi. Hein. Il y en a plein d'autres qui sont dans le collimateur. Là. Oui, je pense, là. Ensuite, interdiction du cumul de plus de 3 mandats identiques successifs. Oui, ça c'est intéressant, ça je suis d'accord. L'interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire niveau B2 de se présenter à une élection. Fort, c'est logique. Oui. Mais moi je dirais tout casier judiciaire. Pourquoi que le B2? C'est quoi niveau B2? Alors B2 c'est... t'as trois formes de casier judiciaire. Donc le premier volet c'est tout ce qui est les petits délits, les petites amendes, des trucs comme ça. Le volet 2 c'est un peu plus corsé, c'est là où tu commences à être comme l'âne, tu commences à être gris. Et le 3 c'est le 3 c'est le corbeau, t'es noir quoi, hein. Donc le 3 c'est indestructible. Alors B2 oui, mais dans ce cas il y a le 3 aussi, alors dans ce cas à inclure aussi. Pourquoi de toute façon quand t'es au niveau 3 t'as plus le droit à rien donc Et ensuite, la présentation par le président de la République de son bilan national et européen une fois par an devant le Congrès. C'est normal, c'est logique, c'est légitime aussi. Ensuite, ils veulent réduire d'environ 1/3 le nombre de députés et de sénateurs. Ah, bon, joli débat celui-là. Est-ce qu'il y a trop de députés et de sénateurs en France? Oui, comme en Belgique. Vous savez combien il y a de députés en France?
Tu n'as pas le nombre, un petit peu d'histoire. Qui sait combien il y a de députés? Alors, je ne sais pas le nombre de sénateurs, je ne vous le cache pas, mais je connais le nombre de députés. Non, je sais pas. 577. Ouais. Oui, donc ça fait beaucoup. Ouais. Ça commence à faire trop, hein. On est d'accord. Mais 300, ça serait suffisant. Je crois que sénateurs, je crois que c'est 200 ou 300, un truc comme ça. Je ne sais plus combien ils sont exactement. 200 sénateurs, 200 parlements, ça suffit, quoi. Faut faire un nombre équitable députés, sénateurs. Voilà, autant de parlementaires que de sénateurs, quoi. Les parlementaires, tu sais ce que c'est, les parlementaires? Qu'est-ce que le Parlement, s'il te plaît? Le Parlement, c'est celui qui parle. Non, le Parlement, tu sais ce que c'est le Parlement? C'est les députés plus les sénateurs. Ça fait le Parlement. Et tu ajoutes les ministres, en plus. Donc, tu prends les sénateurs et les autres. Les députés, bien sûr. Députés. Et tu vas y arriver. À nombre égal, et puis c'est tout. Autant de députés que de sénateurs. Voilà, c'est ça. Moi, je suis 200, d'accord, c'est pas mal. 100, 300, non, 300. 100, ça fait trop peu. Non, c'est trop peu. 200, et puis parce voilà. que les députés, c'est par circonscription, donc forcément... comme ils ont redécoupé la France, déjà... Voilà, je pense qu'il y a le redécoupage qui va... Mais 577, je crois que ça va bouger, parce que... Oui, avec le découpage qu'il y a eu. Voilà. Mais peut-être baisser au nombre des sénateurs, oui, c'est pas mal. Ça serait pas... Et que ça soit kiff-kiff, quoi, 50-50, quoi. Alors ensuite, ils vont obliger les formations politiques à respecter la parité dans la présentation de leurs candidats. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est beaucoup fait d'ailleurs dans les élections des conseils départementaux. Vous savez, les élections, que je me trompe pas, les conseils généraux, qui sont devenus conseils généraux, qui sont devenus les conseils départementaux. Mais ça c'est très bien fait. Ça. Oui. Et j'aimerais bien que ça se fasse partout. Ce qui est applicable à un endroit est applicable ailleurs, de toute façon. Au régional, je crois que ça s'est pas fait, ça. Ça s'est fait que au... Ouais, mais il faudrait que ce soit fait de partout, quoi. Ouais. Bonne question. Ensuite, ils veulent entamer une rénovation du fonctionnement parlementaire en limitant le nombre de mois pendant lesquels le Parlement légifère et en réservant plus de temps à l'évaluation et au contrôle de l'action du gouvernement en s'appuyant sur les travaux sur la Cour des comptes. Pourquoi pas? Là, c'est très politique, là. Ensuite, ils veulent demander aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants d'évaluation du travail parlementaire et législatif, donc les jurys citoyens, les comptes rendus de mandat via les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Et enfin, ils veulent encourager les communes à développer les budgets participatifs, c'est-à-dire à consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public. Ça, par contre, c'est intéressant. Voilà, c'est le dernier point, c'est très intéressant, par contre. Voilà. Donc ça, c'est sur le point politique, on va dire. Oui. C'est du politique. Donc là, dernier point, on fait vite. Ils veulent exonérer la taxe d'habitation de la taxe d'habitation tous les Français des classes moyennes et populaires, soit 80% des ménages. Ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils entendent par classe moyenne? En fait, c'est un impôt juste. Donc, on paye souvent beaucoup plus quand on vit dans une commune populaire et que dans une commune riche. Donc, dès 2020, à partir de 2020, donc dans 3 ans, 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d'habitation et l'État remboursera entièrement auprès des communes leur manque à gagner à l'euro près en préservant leur autonomie fiscale. Je ne sais pas si c'est faisable, cette proposition. Parce que ça, c'est de l'argent qui rentre dans l'État, je vous rappelle. Ouais. Sauf que s'il n'y a plus d'argent dans l'État, de quoi l'État va vivre? Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qui va remplacer ça derrière? Bien sûr, ils vont trouver à piquer ailleurs, de toute façon. S'ils enlèvent la taxe d'habitation, par quoi ça va être remplacé? Une augmentation de la TVA? Qu'est-ce qui va être fait là? Je me pose des questions. Là, je suis à la fois c'est très intéressant, mais je ne suis pas convaincu sur le problème derrière, parce que l'État va pratiquement rien avoir derrière pour le budget de l'État, pour rembourser déjà la dette qu'on a, notamment là-dessus. Très intéressant, mais je reste perplexe. Je vous cache pas. Sire, les caisses sont vides. Eh bien, organisons donc une bonne guerre. Voyons. Ensuite, ils veulent couvrir en très haut débit ou en fibre l'ensemble du territoire. Il serait temps quand même, parce que c'est ce qu'on appelle la technologie. Et ça, d'ici 2022. En 2022, ils veulent couvrir tout le territoire français, y compris les montagnes, tout ce que vous voulez. Non, mais c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'il y a encore certains villages qui sont enclavés et qui n'ont même pas la DSL, quoi. Ça serait bien de mettre la 4G partout aussi, tant qu'on y est. C'est ça. Il n'y a que la 3G en soi. Il y a la 3G, on est en 4G alors qu'il y a beaucoup de villes qui sont en 3G. Je le cache pas. Oui, tu voulais dire quelque chose? Moi, de mon côté, je suis en 4G constamment. Tu m'en apprends pas, parce que moi, je connaissais que le point G. Évidemment. Pourquoi j'ai posé cette question? Ensuite, ils veulent réduire le millefeuille administratif. Alors on en a parlé de ça, parce que justement, il va y avoir un sujet de l'émission radio, je crois que ça en met, sur justement le trop-plein administratif. Alors justement, donc ils veulent supprimer au moins un quart des départements,
Ah bon? Alors là, je m'inquiète par contre. On a déjà des départements. Ils veulent déjà. Ça, par contre, je sais pas si on va être pour là-dessus. Hein. Donc, ils veulent supprimer au moins un quart des départements là où ils peuvent être rapprochés de l'une de nos grandes métropoles. Donc, ça veut dire que nous, On dépendrait de Marseille. Moi, je pense qu'on dépendrait plus du 0,5. Mais non, grande ville. On grande ville. On est plus proche de Marseille que de Gap. Hein. Ouais, mais on est. Aix, Aix, c'est pas la grande. Hein. C'est pas possible parce que. C'est Marseille la grande. Ouais, mais dans ce cas, les 0,5 il va être rapproché de Grenoble. Et les 0,5 va être rapproché de Grenoble, peut-être. Oui, c'est ça. Ça va être compliqué. Hein. Ah bah oui. On a Avignon qui est pas loin aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas plus grand que. C'est plus petit que Marseille. Hein. Tu y crois, toi, ça? Bah on verra, mais ça va être rigolo ce jour-là. Enfin, de là qu'on me dise prochainement que je suis Marseillais, je crois que j'en tue pas mal. Hein. On dépend du département de Marseille. C'est ça. Non, je crois pas, non. Je déménage. Ensuite, ils veulent accélérer la construction de logements là où c'est nécessaire. Très intéressant. Oui. Voilà, là on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Réformer radicalement la politique des transports. Ah, ça aussi c'est intéressant. Donc c'est l'enjeu qui n'est plus de construire partout des autoroutes, des aéroports et des lignes de TGV. C'est grâce à notre plan d'investissement de moderniser les réseaux existants et de développer de nouveaux services pour que tous les territoires soient raccordés efficacement au lieu de travail. Sachant qu'on l'a appris hier, tous les départements n'ont pas de TGV. Ah oui. On l'a appris hier. Tu prends la ville de Carpentras, par exemple, dans le Vaucluse, qui a une gare qui a été longtemps délaissée parce qu'à l'époque c'était un truc de marchandises, tout ça. Elle a été réhabilitée, et Dieu merci, cette gare. Bon, c'est les TER, tu vois, c'est réhabilité en TER, mais tu prends le TER de Carpentras, tu peux aller jusqu'à Avignon, tu peux aller jusqu'à Marseille, tu peux aller... Enfin, voilà, quoi. Ouais, je vais te donner un exemple parce que j'ai appris hier, je sais pas si tu le sais, je sais pas où est-ce que dans quel jour on a appris ça. L'Ardèche, par exemple. Oui, ils sont délaissés. Ouais. Ils ont pas du tout de gare. Ah, il y a rien. Il y a que c'est injuste. Bah, t'imagines quoi, pour les déplacements comment ils vont faire pour aller à Paris, tout ça, ils sont obligés de prendre des bus. C'est ce que je te dis, tous les petits départements ou même les petits villages, les petites villes, tout ça qui sont vraiment enclavés dans la France profonde, ils sont laissés pour compte, quoi. Hein, c'est des laissés pour compte parce que à l'époque peut-être que il y avait des chemins ferroviaires qui servaient pour le transport de marchandises et qui sont laissés à l'abandon. Tu prends la gare de Digne par exemple. La gare de Digne, à l'époque, ça servait pour les petites marchandises dans le département. Maintenant, elle ne sert plus à rien. Mis à part le train des Pignes qui va de Digne à Nice. Et c'est tout, et qui roule à 40 km/h. Alors, encore des sous-sous. Ils veulent lancer un plan de transition agricole de 5 milliards d'euros. Allons-y. Oui, mais agriculture. Ouais, non mais... L'agriculture, c'est très important chez nous. C'est important, mais la question est toujours pareille, c'est où tu vas prendre ces 5 milliards. Oui, mais là, voilà, on parle du bien-être animal, on parle d'exploitation, l'adaptation. Je vous rappelle que l'agriculture, on est le pays, il me semble, j'ai pas envie de dire une bêtise, on est le premier pays mondial au niveau de l'agriculture. Donc forcément, c'est une de nos priorités en France, et je rappelle, tout ce qui est... On mange agricole quand même. Hein. Oui. Donc l'agriculture, pour moi, c'est plus important que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les métiers d'avenir. Donc moi, oui, je suis d'accord. 5 milliards d'euros, je rappelle que je crois qu'on a 300 de budget par an, je crois que c'est 320 milliards d'euros, un truc comme ça. J'ai pas le montant exact de 2017, je ne sais pas. Mais je sais que c'est plus de 300 milliards, donc c'est pas 5 milliards d'euros sur l'agriculture qui va faire mal, si je peux me permettre. Et enfin, ça sera le dernier point, ils veulent développer la continuité territoriale au profit des Outre-mer. Donc d'ici la fin des quinquennats, ils veulent proposer chaque année aux ultramarins au moins 200 000 billets d'avion à prix aidé, en particulier pour les étudiants et les entrepreneurs, pour leur mobilité entre les Outre-mer et l'Hexagone. Très important, très intéressant même. Ça y est, on y est arrivé. Plus long que prévu, je suis désolé, on a 20 minutes de retard. Est-ce que vous pouvez faire le bilan de ce programme Macron ? Alors je rappelle qu'on on ne juge pas le candidat, on juge le programme, je précise. Qu'est-ce que vous en pensez de la totalité du programme ? Ça a l'air intéressant, je trouve. Alors, c'est pas ça a l'air, c'est intéressant ou pas intéressant, parce que ça a l'air intéressant, c'est pas... Maintenant, il faut voir si toutes ces bonnes résolutions, il va vraiment les appliquer, donc c'est pour ça que je dis ça a l'air. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être mis au point, et puis comment aussi pour... les subventions, là où est-ce qu'il va trouver l'argent, est-ce qu'il ne va pas pénaliser certaines catégories de personnes pour faire ces subventions, voilà, j'attends de voir, moi. Bilan général du programme. Moi, je le trouve ambitieux. Ambitieux dans le sens où c'est nouveau, ça en veut, ça veut faire pousser la France vers le haut.
Maintenant, voilà, il faut voir les résultats, il faut voir si ça va être maintenu, il faut voir si ça va tenir la route. Il y a quand même des demandes qui sont un peu faux folles, j'aurais tendance à dire, notamment au niveau, quand j'entends parler de 50 milliards par-ci, 5 milliards par-là, bon, faut trouver les fonds, quoi, hein, je veux dire. Les fonds, c'est le budget d'État, de toute façon. On connaît le déficit du territoire français. Voilà, moi je dis que ouais, il a un bon programme qui est nouveau, qui est innovateur, qui est engagé dans le sens où on va vers l'avenir et non pas vers le passé. Non, moi je suis assez satisfait. Alors moi j'ai réfléchi et j'ai résumé en 3 points son programme. D'abord, il pense aux jeunes. Beaucoup. Quand on y réfléchit, il n'a pas enlevé les seniors parce que les seniors sont dedans, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup sur les jeunes, notamment sur l'emploi, notamment sur les entrepreneurs, les étudiants. J'ai remarqué ça. Et il y a beaucoup de choses pour les jeunes. 2, très porté sur l'avenir, notamment sur l'écologie, le côté travail futuriste et tout ce qui est voilà, ça est très très porté sur l'avenir. Et enfin, troisièmement, c'est le côté tout ce qui lutte contre les discriminations, parce que j'ai remarqué il est très à cheval là-dessus. J'ai remarqué aussi. Voilà, moi je vois son programme comme ça. C'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je l'ai synthétisé dans ma tête. J'ai l'impression que c'est ça sa priorité. Est-ce que c'est aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la priorité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des points faibles? Oui. Comme dans tout programme. Il y a des points auxquels on n'est pas forcément d'accord et auxquels on n'y croit pas. Très prometteur. Attention, il y a des choses qui sont très prometteurs, mais je n'y crois absolument pas sur l'aboutissement. Après, voilà, c'est un programme où il faut se poser la question, c'est en 5 ans, est-ce possible? Je sais pas. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai dit très, très prometteur, mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas faisable. Économiquement parlant, je parle économiquement. Parce que, comme on le sait parfaitement, il y a le problème du chômage, il y a le problème de la dette à résoudre en premier, on le sait tous très bien. C'est ça. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.